Comment? L'idée folle d'un simple cuisinier a empêché les U-boots de détecter les convois alliés. L'Atlantique Nord dévore des hommes et des navires. Les U-boots allemands chassent dans le brouillard, invisibles, implacables. À bord du destroyer HMS Hawthorne, la peur est devenue routine, jusqu'au jour où un simple cuisinier, un Breton au regard doux, a osé dire « Et si la vapeur de nos cuisines pouvait les tromper ?» Tout l'équipage a éclaté de rire. Mais 2 semaines plus tard, son idée folle allait sauver un convoi entier et changer la guerre silencieuse de l'Atlantique. Le froid de l'Atlantique vous coupe le souffle, même derrière les tôles d'un navire. Le HMS Hawthorne, destroyer d'escorte, avance lentement dans la nuit, suivant le convoi allié HX-212. 50 cargos, une ligne d'acier et de peur. Le ciel est noir, la mer bruyante, et partout, la menace invisible des U-boots. Les hommes dorment peu. Chaque cliquetis, chaque bruit sourd dans la coque fait tressaillir les jeunes marins. Dans la cuisine, au cœur du vacarme des chaudières, Jean Le Guen, un Breton trapu au visage marqué par le sel et la fatigue, remue une marmite de soupe d'orge. Il chante doucement pour oublier le grondement des moteurs, pour couvrir le sifflement des valves. « Hé, Jean !» crie un mécanicien en passant. « Si ta soupe sent encore comme hier, les Boches vont nous repérer à l'odeur. » Les rires fusent, courts, nerveux. Même la peur a besoin d'humour pour survivre. Jean hausse les épaules, sourit. Il sait que dans ce bateau, il n'est qu'un cuisinier. Un nom de plus sur la liste. Mais il observe, il écoute. Depuis des semaines, il remarque quelque chose d'étrange. Quand la vapeur de la cuisine s'échappe par les conduits, les aiguilles des appareils de détection vibrent, comme si un brouillard métallique se glissait dans les ondes. Un soir, il ose en parler à l'officier des machines, le lieutenant Harris. « Lieutenant, je crois que la vapeur, elle brouille un peu vos signaux, non ?» Harris éclate de rire. « La vapeur ? Mon vieux, tu devrais t'occuper des patates, pas des radars. » Jean baisse les yeux, mais ses doigts serrent la louche comme une arme. Le lendemain, le convoi est attaqué. 2 cargos coulés. Les sirènes hurlent, la mer brûle de mazout. Jean, sur le pont, voit un marin emporté par une explosion. Son corps disparaît dans les vagues. Cette nuit-là, il ne dort pas. Dans la chaleur de la cambuse, il fixe les tuyaux de vapeur et murmure. « S'il pouvait nous cacher, juste un instant. » Le bruit du vent couvre sa voix. Mais une idée vient de naître. Une idée que tout le monde appellera folle. Le matin suivant, la mer semble calme, trompeuse, lisse comme une lame. L'équipage du Hawthorne panse ses plaies. On a perdu 2 navires, 27 hommes, et les visages sont plus gris que le ciel. Dans la cambuse, Jean nettoie les casseroles en silence. L'odeur du gasoil brûlé flotte encore dans ses vêtements. Mais dans sa tête, une idée tourne, obstinée, comme une hélice qui refuse de s'arrêter. Il attend la pause du midi pour oser en parler de nouveau. Harris, l'officier des machines, descend prendre un café. Jean pose sa louche, s'essuie les mains. « Lieutenant, écoutez-moi juste une minute. Hier soir, j'ai observé la vapeur des cuisines. Quand on n'envoie plus de pression, le radar du poste 3 devient instable. Peut-être que... » Jean, pas ça encore. « Si on la projetait volontairement, en rideau, devant le navire, peut-être que ça brouillerait les échos des sous-marins, comme un nuage artificiel. » Harris éclate d'un rire franc. « Tu veux battre les U-bootés avec une marmite ?» Autour d'eux, quelques marins ricanent. « Laisse tomber, Breton. Les Boches ont des ingénieurs, nous, on a des cuisiniers. » Le silence retombe, pesant. Jean retourne à sa soupe, les oreilles brûlantes, mais le cœur décidé. Cette nuit-là,
Il ne dort toujours pas. Pendant que les autres jouent aux cartes, il reste dans la chaufferie. Il observe les valves, les conduits, le flux de vapeur qui s'échappe par intermittence. Il remarque que, quand les turbines tournent à plein régime et que la vapeur s'échappe plus fort, la surface de la mer se couvre d'un voile blanc. Une brume épaisse, presque laiteuse. Et surtout, les opérateurs du radar se plaignent de signaux fantômes. Alors Jean prend un morceau de papier gras, un crayon émoussé, et commence à dessiner. Un système de tuyaux, partant des cuisines et des chaudières, menant à des orifices sur les flancs du navire. La vapeur, libérée d'un coup, formerait une bulle autour du destroyer, le rendant invisible aux ondes des sonars allemands. Quand il a terminé, ses doigts sont noircis de charbon, mais ses yeux brillent. Le lendemain, il glisse son croquis sous la porte du capitaine. 2 heures plus tard, il est convoqué sur la passerelle. Le capitaine Doyle le regarde d'un air sévère. « C'est toi, le cuisinier ingénieur ?»« Oui, monsieur. »« Tu proposes de détourner la vapeur des chaudières ? C'est dangereux et... » Il hésite. « Et si ça faisait exploser le circuit ?» Jean hoche la tête, calme. « Alors on mourra vite, capitaine. Mais si ça marche, peut-être qu'on ne mourra pas du tout. » Le silence s'étire. Doyle le fixe longuement. Puis un mince sourire fend son visage buriné. « Très bien, cuisinier. Montre-moi comment tu comptes faire. » Le lendemain matin, le ciel s'est refermé sur l'océan. Une bruine épaisse rend tout gris, les silhouettes des navires du convoi se perdent dans la distance. Le capitaine Doyle a convoqué 3 hommes, le lieutenant Harris, l'ingénieur-chef Brooks et Jean Le Guen, toujours en tablier taché. Il se retrouve dans la salle des machines, là où la chaleur est étouffante, les parois ruisselantes. « Voilà ton royaume, cuisinier », dit Doyle avec un demi-sourire. Jean s'avance, nerveux, tenant son croquis chiffonné. Il montre les conduits, trace du doigt sur les tuyaux. « Si on ouvre ici et ici, la vapeur pourra s'échapper sur les côtés. Pas besoin de tout détourner. On crée juste un nuage autour du navire, comme une couverture. Les Allemands ne verront qu'un écho diffus sur leurs appareils. » Harris fronce les sourcils. « Tu veux faire ça maintenant, en pleine mission ?»« Si on attend, ce sera trop tard, » répond Jean. Le capitaine hésite. Puis, d'un ton sec. « D'accord, 15 minutes. Si ça tourne mal, on ferme tout. » Les hommes s'activent. Jean aide à débloquer une vanne rouillée. La vapeur siffle, brûlante. Une odeur de fer et de graisse remplit l'air. Il tremble un peu, pas de peur, d'excitation. Les premières bouffées s'élèvent, se répandent sur le pont, puis glissent le long des flancs du navire. En quelques instants, le Hawthorne semble enveloppé d'un manteau blanc. « Regardez-moi ça », murmure Brooks. À la passerelle, le radar montre des signaux brouillés. L'écran pulse d'échos parasites. Doyle fixe les instruments, incrédule. « Harris, le sonar allemand ne pourrait rien lire là-dedans, capitaine. C'est un vrai brouillard métallique. » Jean, les bras croisés, observe la vapeur s'élever et un léger sourire éclaire son visage. Pour la première fois, il ne se sent pas petit. Mais la radio grésille soudain. U-boot repéré à 4 milles nord-ouest. Tous les regards se figent. Doyle serre les dents. Continuez la purge de vapeur. Pas un tir avant qu'ils approchent. La mer, lentement, se couvre d'un voile dense. Les destroyers voisins disparaissent dans la brume artificielle. 1 minute, 2, 3. Pas d'explosion, pas d'alerte. Puis la voix de la vigie. « L'U-boot s'éloigne, capitaine. Il ne nous a pas trouvés. » Un silence de pierre précède un cri de joie. Les hommes frappent dans le dos de Jean, rient, l'étreignent. Harris, rouge de honte,
lui tend la main. Tu viens de sauver tout le convoi, mon vieux. Jean sourit, les yeux brillants. Mais au fond, il n'entend déjà plus les acclamations, seulement le sifflement doux de la vapeur, son alliée silencieuse. Le Hawthorne file à travers la brume, son sillage avalé par le brouillard artificiel. L'océan semble s'être tu. Les marins, d'ordinaire bruyants et nerveux, chuchotent presque par respect, comme si la vapeur elle-même écoutait. Sur la passerelle, le capitaine Doyle observe Jean en silence. Vous savez, le Gwen, je n'aurais jamais parié un penny sur votre idée. Jean baisse la tête. Moi non plus, capitaine. Mais parfois, il faut juste écouter la mer. Un sourire discret se glisse sur le visage du vieux marin. Mais la nouvelle se répand vite dans la flotte. À la radio interne, les officiers des autres navires veulent savoir pourquoi le Hawthorne a disparu de leur radar. Le capitaine transmet un rapport succinct. Expérimentation de vapeur de masquage, résultat concluant. Quelques heures plus tard, l'amiral du convoi ordonne que la méthode soit testée sur 2 autres destroyers. Harris aide Jean à ajuster les valves, plus précis cette fois, presque respectueux. Les hommes se pressent autour du cuisinier, qui donne des ordres d'une voix calme. Pas trop de pression, sinon ça éclatera. Ouvrez par impulsion, comme une respiration. Ils obéissent, sans discuter. Ce n'est plus le cuistot, c'est le Gaine, celui qui a trompé les boches. Le soir, alors que la mer s'apaise, Jean reste seul sur le pont. Le vent froid lui mord les joues, mais il sourit. Il pense à sa femme, à Douarnenez, qui croit qu'il ne fait que préparer des soupes pour les héros. Il aimerait qu'elle sache qu'il en est devenu un peu, sans même le vouloir. Mais le répit ne dure pas. Peu avant minuit, la sirène retentit de nouveau. Les opérateurs détectent plusieurs contacts sous-marins, trop proches. Le convoi tout entier est menacé. Le capitaine ordonne « Tous les navires activent le protocole Le Gaine. Vapeur complète. Les flancs des destroyers s'illuminent sous les reflets rouges des soupapes. La mer se couvre d'un voile fantomatique. Puis, dans ce silence cotonneux, un grondement sourd éclate. Une torpille passe à moins de 10 mètres du Hawthorne, fend la vapeur et s'éloigne sans toucher. Les hommes poussent un cri, mais Jean reste figé. Il vient de comprendre, si la vapeur brouille les radars, elle brouille aussi les yeux. Les Allemands ne voient plus rien, ni cible, ni position. Et dans le vacarme des moteurs, une idée encore plus folle germe dans son esprit. Et si on pouvait faire croire aux U-boots qu'on est ailleurs? La mer ne dort jamais. Cette nuit-là, elle gronde, avale la lune et le convoi avance dans une obscurité totale. Les destroyers dégagent par intervalles leur vapeur de camouflage, une respiration coordonnée, presque vivante. Mais Jean, lui, ne peut pas dormir. Assis dans la cambuse, il fixe le plan qu'il a griffonné sur un coin de table, un schéma de vanne et de flux. Il veut aller plus loin. La vapeur ne doit plus seulement cacher, elle doit tromper. À l'aube, il rejoint Harris et le capitaine Doyle dans la salle des cartes. Il pose son croquis sur la table. « Regardez, si on libère la vapeur à différents intervalles, sur plusieurs navires à la fois, on pourrait créer de faux échos sur leur sonar. Ils croiront voir un convoi entier. Là où il n'y a rien. » Harris le fixe, les bras croisés. « Tu veux qu'on fasse du théâtre avec la Kriegsmarine ?»« Exactement. Qu'ils tirent sur des fantômes pendant que nous passons dans leur dos. » Le capitaine ne répond pas tout de suite. Il regarde dehors, vers la mer. « Et comment tu proposes de coordonner ça ?» Jean sourit. « Avec ce que j'ai, le sifflement. Chaque vapeur produit une fréquence. Si on règle les valves différemment, on peut envoyer un signal,
Un code entre navires. Pas besoin de radio. Un long silence. Puis Doyle pose sa main sur l'épaule du cuisinier. « Tu n'es peut-être pas un ingénieur, Le Guen, mais par Dieu, tu penses comme un marin. » Les préparatifs commencent aussitôt. Le vent glacé fouette les visages, les marins courent entre les tuyaux, ajustent les soupapes, mesurent les pressions. Jean, sans grade, dirige le balai de métal et de vapeur. Le bruit devient une symphonie. Pas clair. Les signaux de vapeur se répondent, se relaient, créant une sorte de morse fantomatique. Peu avant midi, un opérateur hurle depuis le radar. Contact multiple à l'est. Mais quand les destroyers virent pour intercepter, rien. L'eau, vide. Les U-boots, eux, sont partis dans la direction opposée, trompés par les faux échos du nuage. Doyle éclate de rire, un rire franc, libérateur. « Jean, tu viens de faire danser les boches. » Les marins rient, frappent dans leurs mains, crinent son nom. Mais lui reste silencieux, regardant la vapeur s'élever dans le ciel comme une offrande. Pour la première fois, il comprend ce qu'il vient de créer. Une arme sans canon. Une victoire sans mort. La victoire a un goût amer. 3 jours ont passé depuis que les U-bootés ont perdu le convoi. Et pourtant, personne ne chante. Les hommes dorment mal, les visages sont creusés. La mer, implacable, rappelle à chacun que le danger rôde toujours. Jean marche seul sur le pont. La vapeur danse encore autour du Hawthorne, mais son sifflement est devenu plus rauque. Les conduits ont chauffé, les vannes fuient. Le navire gémit comme un vieil animal blessé. « Ça ne tiendra pas longtemps », grogne Harris, les bras noirs de suie. « Tes tuyaux bricolés vont nous exploser à la figure. » Jean le regarde, fatigué. Alors il faut renforcer le système, couper la pression avant les surchauffes. Facile à dire. On n'a plus de pièces, plus de temps, et le capitaine veut une démonstration pour l'amiral demain. Demain. Le mot résonne dans la tête de Jean comme une menace. Il sait que si la vapeur sature trop, elle pourrait se condenser dans les conduits et provoquer une explosion. Mais il sait aussi que l'amiral ne comprendra qu'en voyant. Cette nuit-là, le vent souffle plus fort. Les navires du convoi changent de formation pour s'approcher de la côte canadienne. Le Hawthorne doit déclencher le rideau de vapeur à pleine puissance pour la présentation. Jean est dans la salle des machines, la main sur la valve principale. La chaleur est suffocante, la sueur coule sur ses tempes. Harris vérifie les manomètres. Pression nominale. Tu es sûr de ton coup? Jean hoche la tête. Si on meurt, au moins on le fera en héros, pas en cuisinier. Harris sourit faiblement. Tu es vraiment un fou, Le Guen. Jean inspire profondément et tourne la manette. Le sifflement devient un rugissement. La vapeur jaillit, blanche, aveuglante. Les murs tremblent. Une valve cède avec un bruit sec. Un jet brûlant effleure son bras. La douleur est atroce, mais il tient bon. « Ferme la conduite secondaire, vite !» hurle-t-il. Harris s'exécute. Le vacarme retombe peu à peu. La brume se forme dehors, épaisse, parfaite. Mais Jeanne s'effondre, la peau du bras noircie, les yeux fermés. Quelques minutes plus tard, le capitaine Doyle descend en courant. « Il a réussi », dit Harris, la voix tremblante. Mais il a payé le prix. Jean, à moitié conscient, murmure seulement « Dites-leur de garder la recette ». Et il sourit avant de sombrer dans le noir. L'infirmerie du Hawthorne sent le désinfectant, la vapeur et le sel. Jean Le Guen repose sur un lit de fer, le bras bandé jusqu'à l'épaule. Sa peau brûlée l'empêche de bouger, mais il garde ce petit sourire tranquille. Celui de l'homme qui sait qu'il a fait ce qu'il fallait. Le capitaine Doyle entre en silence. Il s'approche, pose un dossier sur la table. Rapport officiel, Le Guen. Ton système sera adopté sur toute la flotte d'escorte.
Jean ouvre difficilement les yeux. Alors, ils y croient? Maintenant? Oui, et ils appelleront ça le brouillard de Le Guen. Un rire rauque échappe au cuisinier. J'aurais préféré un plat du jour à mon nom. Le capitaine sourit, mais ses yeux sont humides. Tu sais, j'ai vu beaucoup d'hommes courageux, mais rarement quelqu'un qui ait changé le cours d'une bataille sans tirer une seule balle. Quelques jours plus tard, le Hawthorne arrive à Halifax. Les hommes du convoi sont acclamés. Des officiers montent à bord, inspectent les conduits, prennent des notes. Mais dans le cœur des marins, il n'y a qu'un seul nom sur toutes les lèvres, Jean. Harris, debout près de lui sur le quai, murmure. « Regarde-les, ton idée est devenue doctrine. » Jean hausse les épaules. Ce n'était qu'un peu de vapeur, rien d'extraordinaire. Non, répond Harris, c'était de l'instinct et du courage. Mais la guerre continue. Les journaux ne parlent jamais du cuisinier du Hawthorne. Le rapport technique, lui, porte simplement la mention « Procédé Le Guen, efficacité prouvée à 70 contre détection sonar ». Jean rentrera en Bretagne seulement 2 ans plus tard. Il retrouvera sa femme, ses filets et la mer. Parfois, en cuisinant, il soufflera sur la vapeur de sa marmite et sourira doucement, comme à un vieux secret. Et quand les pêcheurs demanderont « C'est vrai que t'as trompé les boches avec ta soupe ?» il répondra « Non, c'est la mer qui les a trompés. Moi, j'ai juste écouté. » Des années ont passé. Le monde a changé. Les canons se sont tus, mais la mer, elle, continue de respirer. Dans un petit port du Finistère, un vieil homme sert la soupe à des enfants du village. Son bras gauche reste raide, brûlé à jamais, mais son regard est clair, plein de lumière. Jean Le Guen n'a jamais cherché la gloire. Il a refusé les décorations, les cérémonies, les articles. « Je n'étais qu'un cuisinier », répétait-il. Mais ceux qui ont navigué avec lui savent, derrière ses casseroles, il a inventé un bouclier invisible, un nuage qui sauva des centaines de vies. Un jour, un jeune marin venu de Brest s'arrête à sa porte. Il porte l'uniforme de la Marine nationale, fier, nerveux. « Monsieur Le Guen, je travaille sur les systèmes de brouillage sonar. On parle encore de vous à l'école navale. » Le vieil homme lève les yeux, surpris. « De moi ? Mais je ne suis qu'un conte pour vieux marins. » Le jeune sourit. « Non, monsieur, vous êtes une leçon. On nous apprend qu'une idée, même la plus folle, peut sauver le monde, si elle vient du cœur. » Jean se tait, ému. Puis il verse une louche de soupe dans un bol et la tend au garçon. « Alors mange, matelot. C'est de la vapeur, mais elle fait encore du bien. » Dehors, la mer s'étend à perte de vue, calme et grise. Et dans le sifflement du vent, on croirait entendre encore le souffle du Hawthorne filant dans son manteau de brume. Parfois, la plus grande arme n'est pas le canon, mais l'imagination. Et les héros ne portent pas toujours d'uniforme. Parfois, ils tiennent une louche. Abonne-toi pour ne pas oublier les héros silencieux, ceux qui ont changé l'histoire avec leurs mains, leur cœur et leurs idées.